Comment comprendre la complexité de l'architecture de la cathédrale de Senlis, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, sans évoquer le contexte qui prévalait à l'époque de sa construction au XIIe siècle? À cette époque, le style gothique naissant avait déjà été mis en œuvre à la basilique de Saint-Denis et à la cathédrale Saint-Étienne de Sens. La cathédrale de Senlis s'inscrit donc dans la première génération des cathédrales gothiques françaises. Mais par-delà son architecture générale, la cathédrale comporte de nombreuses particularités et anomalies de construction, explicables seulement par les contraintes physiques imposées à l'architecte qui l'a conçue. De toute évidence, la présence de bâtiments et de structures antérieures à la construction du XIIe siècle est à l'origine de ces anomalies. Comment se présentait-il ? Si les historiens sont en général d'accord sur l'évolution de la cathédrale de Senlis depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, deux hypothèses principales ont vu le jour à propos des édifices qui l'ont précédé. D'un côté, l'hypothèse classique dont les tenants ont vécu approximativement jusqu'au début du XXe siècle. Marcel Aubert, auteur d'une monographie de la cathédrale de Senlis écrite en 1910, en est le représentant principal. D'un autre côté, l'hypothèse contemporaine, dont les tenants appartiennent à la deuxième moitié du XXe siècle. Dominique Vermand, auteur d'une étude historique et monumentale de la cathédrale publiée en 1987 dans les Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Senlis, en est le représentant principal. Ces deux hypothèses divergent sur les rôles et les emplacements des différents bâtiments qui ont existé antérieurement à la cathédrale construite au XIIe siècle. Selon l'hypothèse classique, vers la fin du IVe siècle, Senlis aurait été évangélisé par Saint Rieul, un riche propriétaire laïque, converti au christianisme et devenu, par élection, le premier évêque de Senlis. Saint Rieul fonde une église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, en dehors de l'enceinte gallo-romaine, à environ 200 mètres au nord de la future cathédrale gothique. Saint Rieul fait également ériger, intramuros, un autel dédié à la Vierge Marie, dans un temple qui serait devenu ultérieurement l'église Notre-Dame. À sa mort, Saint Rieul est enterré dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Les évêques qui lui succèdent sont également enterrés dans cette église qui joue donc le rôle de cathédrale primitive de Senlis. Clovis, le roi des Francs, visitant Senlis, constate la petitesse et l'état de vétusté probable de cette église. Il ordonne la construction d'un nouvel édifice qui sera dédicacé à Saint Rieul. Vers 530, Childebert, le fils de Clovis, ordonne le creusement d'un fossé, l'Anticum Fossatum, pour intégrer l'église dans le dispositif de défense de la ville. Mais, dans les temps troubles du VIe et du VIIe siècle, l'évêque doit abandonner la basilique de Saint-Rieul mal défendue. Il y laisse seulement quelques chanoines et se retire à l'intérieur des murs de la cité,
où il choisit l'église Notre-Dame comme cathédrale, siège des évêques de Senlis. Néanmoins, Saint-Rieul n'est pas abandonné par les évêques. L'église deviendra avant le XIe siècle et restera toujours une collégiale dépendant directement de l'autorité épiscopale et non du diocèse de Senlis. En 1029, le roi Robert II le Pieux fait reconstruire l'édifice qui a brûlé accidentellement. Cette église perdurera jusqu'à la Révolution, où elle sera vendue comme bien national et démantelée. Les auteurs classiques ignorent la date à laquelle l'église Notre-Dame est devenue cathédrale de Senlis en remplacement de Saint-Rieul. Mais, selon eux, il est sûr qu'elle l'était devenue vers la fin du Xe siècle. L'église Notre-Dame voisinait non seulement avec une église dédiée à Saint-Gervais et Saint-Protais, mais aussi probablement avec une troisième église d'une ancienne abbaye Saint-Michel qui avait été rattachée à Notre-Dame en 1111. Un sanctuaire apotropaïque consacré à l'archange Saint-Michel, placé dans une tour gallo-romaine, complétait ces bâtiments. Ce sanctuaire jouait un rôle de protecteur pour détourner les dangers menaçant la ville à l'endroit considéré comme le plus vulnérable. Les positions relatives de tous ces bâtiments, qui ont disparu petit à petit dès le début du XIe siècle, sont inconnues. Une chapelle octogonale, dédicacée également à Saint-Gervais et Saint-Protais, a été construite vers l'an 1000, puis elle a été intégrée dans la nouvelle cathédrale du XIIe siècle. Les tenants de l'hypothèse contemporaine font valoir que les récits concernant Saint-Rieul, qui aurait vécu au IVe siècle, ne nous sont parvenus que par des documents datant du IXe siècle. Il est donc bien difficile de discerner la part du vrai de celle de la légende. Le raisonnement est fondé sur des constatations. Les études documentaires et archéologiques effectuées sur les maigres vestiges antérieurs à la cathédrale du XIIe siècle ont conduit Dominique Vermand, en 1987, à émettre un scénario qui semble plus réaliste que celui des auteurs classiques. Ce scénario est le suivant. S'il est vrai que l'église primitive Saint-Pierre et Saint-Paul a probablement été le lieu d'inhumation de Saint-Rieul, premier évêque de Senlis, et celui de ses successeurs jusqu'au VIe siècle, rien n'atteste qu'elle n'ait jamais porté le titre d'église épiscopale. Il est plus vraisemblable de voir en cette église dédicacée en second à Saint-Rieul une basilique funéraire et non une cathédrale primitive de Senlis. Deuxièmement, Saint-Rieul a pu, comme le veut la tradition classique, créer une chapelle intramuros sur le site de l'actuelle cathédrale par récupération probable d'un temple gallo-romain. Mais cet édifice, considéré comme cathédrale primitive, a été dédié à Saint-Gervais et Saint-Protais. Il serait apparu avant l'église Notre-Dame construite plus à l'est. Senlis aurait donc vu se constituer, au VIe siècle, un groupe épiscopal par adjonction à la cathédrale primitive Saint-Protais et Saint-Gervais d'une église dédiée à la Vierge. Lors d'une reconstruction d'ensemble effectuée au Xe siècle, la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais a été en quelque sorte absorbée par l'église Notre-Dame. Troisièmement, peu après ce nouvel agencement, la chapelle octogonale, visible actuellement au sud de la cathédrale, aurait été érigée pour maintenir vivante la mémoire de Saint-Gervais et Saint-Protais en accueillant leurs reliques dans un lieu adéquat. Cette chapelle pourrait occuper l'emplacement d'un baptistère plus ancien. En 1991, les fouilles sous cette chapelle, dirigées par Marc Durand, confirment l'hypothèse qu'un baptistère a pu compléter le groupe épiscopal. Quatrièmement, l'église Saint-Michel n'aurait simplement pas existé. Il y a lieu de ne retenir que la présence d'une chapelle localisée dans une tour gallo-romaine dédiée à Saint-Michel dont le culte était pratiqué depuis environ 820, apogée du culte des archanges. En revanche, cette chapelle est intervenue dans le processus d'édification de la cathédrale du XIIe siècle. Dans cette version, l'église Saint-Rieul n'a jamais joué le rôle d'une cathédrale primitive de Senlis et elle n'a jamais été transférée intramuros. L'existence et le rôle de la chapelle octogonale y sont justifiés.
Au XIIe siècle, l'église Notre-Dame, trop vieille et trop petite, tombait en ruine. L'évêque Thibaut, aidé par Louis VII, décidait en 1153 de bâtir une nouvelle cathédrale beaucoup plus vaste dans le style gothique alors naissant. Ce style l'avait en effet très impressionné lors d'une visite à la basilique de Saint-Denis chez son ami l'abbé Sugère. On peut d'ailleurs remarquer de nombreuses ressemblances entre la cathédrale de Saint-Denis et celle de Senlis. L'architecte qui conçut le plan de la cathédrale a respecté un certain nombre de contraintes extérieures, comme, évidemment, la présence de la muraille gallo-romaine et celle de la crypte, mais probablement aussi les contraintes imposées par la présence des autres églises et bâtiments antérieurs, comme en témoignent de nombreuses anomalies de construction dans les parties situées au nord-est de la cathédrale du XIIe siècle. L'église est consacrée le 16 juin 1191, avant la fin des travaux. Il est à noter que la cathédrale gothique initiale ne comporte pas de transept. Mais à la fin des travaux, en 1240, probablement pour satisfaire aux nouvelles tendances de l'art gothique, le plan de l'église est bouleversé par la construction d'un transept avec collatéraux, ce qui se traduit par un allongement du chœur et un raccourcissement de la nef, modifiant ainsi complètement les perspectives voulues par l'architecte du XIIe siècle. À cette même époque, la flèche de 78 mètres de haut, coiffant la tour sud-orientale de la cathédrale, est achevée. À la fin du XIVe siècle, une salle capitulaire et une bibliothèque du chapitre sont construites après arasement d'une tour gallo-romaine au nord de l'église. Puis, en 1465, une chapelle de style flamboyant, appelée la chapelle du Bailli, est construite au sud-est de la cathédrale. En 1504, la foudre tombe sur la cathédrale, provoquant un incendie qui dure 2 jours. Les chroniqueurs de l'époque indiquent que le plomb qui recouvrait le toit de l'édifice coulait dans les rues comme Lavas. Financés par François Ier et quelques notabilités de Senlis, les travaux de réhabilitation concernent principalement les toitures, les fenêtres, les voûtes et le transept qui est presque entièrement reconstruit. La nef est dotée de chapelles formant un double bas-côté, ce qui la rend légèrement ventrue. Après une expertise conduite en 1504 par Martin Chambige, architecte maître du style flamboyant, bien connu à l'époque par ses travaux sur les cathédrales de Sens et de Troyes, les travaux concernant les fenêtres et les toitures débutent sous la direction de l'architecte local Gilles Hazard, puis sous la responsabilité de Jean Damas, secondé par Michel Debré, jusqu'en 1521, où ils sont momentanément interrompus en raison du coût de l'ameublement du chœur. Vers 1530, à l'initiative de l'évêque de Senlis, Guillaume Parvis, Pierre Chambige, le fils de Martin Chambige, propose un nouveau plan du transept en reprenant les grandes lignes de l'art flamboyant développé par son père. Il apporte à sa conception du transept une touche qui fait de celui-ci une pièce unique de l'art gothique flamboyant tardif. Les travaux de construction du transept reprennent donc en 1530 sous la direction de Pierre Chambige, secondé par l'architecte local Jean Dizieux. En 1534, après avoir terminé la façade sud du transept, Pierre Chambige rejoint d'autres chantiers en laissant à Jean Dizieux le soin de finir la façade nord selon ses plans. Jean Dizieux achèvera le transept en 1538. L'ensemble de la rénovation de la cathédrale prendra fin en 1560. En 1671, le chanoine des Lions fait ériger une chapelle au nord-est de l'église, à l'endroit où se trouvait la tour romaine, incluant le sanctuaire apotropaïque dédié à l'archange Saint-Michel. Cette nouvelle chapelle est dédicacée à Saint-Gervais et Saint-Protais. Vers le milieu et la fin du XIXe siècle, l'architecte Ramet modifie, en l'agrandissant, la chapelle axiale du chœur en style néo-gothique. Diverses modifications ont également lieu sous la direction d'Aymon Dutoit. Le revêtement de la chapelle octogonale est restauré. Enfin, au XXe siècle, d'autres travaux sont entrepris, donnant à la flèche sa splendeur du Moyen Âge. La cathédrale de Senlis fait partie de la première génération des cathédrales gothiques, avec celle de Sens et de Noyon. Elle est l'une des plus petites de France
pour les raisons déjà citées des contraintes physiques de son site et, plus prosaïquement, elle a souffert de la faiblesse des fonds initiaux consacrés à sa construction. En élévation, la flèche de la tour sud mesure 78 mètres de haut qui se décompose en hauteur de la tour sud 38 mètres, premier étage de la flèche proprement dite 14 mètres, second étage de la flèche 26 mètres. La hauteur sous voûte est de 24 mètres. Ces voûtes ont été élevées lors des travaux de réhabilitation du XVIe siècle pour permettre la construction des grandes fenêtres. Il reste néanmoins, côté occidental de la cathédrale, une voûte qui date du XIIe siècle et qui n'atteint que 17 mètres de haut, ce qui renseigne sur la hauteur initiale des voûtes du XIIe siècle. La longueur totale de la cathédrale, incluant la chapelle axiale, est de 76 mètres. Dans l'œuvre, la cathédrale ne mesure que 70 mètres. Le chœur mesure 34 mètres de long, en y incluant le déambulatoire et la chapelle axiale. En raison de l'inclusion d'un transept vers 1240, la nef ne mesure que 23 mètres de long. La largeur totale de la cathédrale est d'environ 35 mètres. Du fait de sa taille modeste et de son plan d'ensemble assez déroutant, suite aux transformations successives alliant les styles gothique primitif, gothique rayonnant, gothique flamboyant et néo-gothique, pré-roman, la cathédrale de Senlis ne jouit pas de la même réputation que d'autres édifices plus homogènes comme ceux de Laon ou de Noyon en Picardie. La décoration intérieure de l'édifice a beaucoup souffert de la Révolution et des transformations du XIXe siècle. Le mobilier ne présente pas de pièces exceptionnelles, en dehors d'une très belle Vierge du XIVe siècle, provenant de l'abbaye de la Victoire, et dont l'original est maintenant exposé au musée de la ville. Le maître-autel du XVIIIe siècle, en marbre rouge et vert, accompagné d'un tabernacle en marbre blanc et des appliques dorées, provient de l'abbaye de Chalice. Il est surmonté, au niveau des tribunes, par 2 anges sur des nuages encadrant une Vierge à l'enfant, œuvre de Moite, sculpteur de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La plupart des vitraux sont du XIXe et du XXe siècle. Quelques vitraux du XVIe siècle sont rassemblés dans la chapelle Saint-Denis, près du croisillon sud du transept. Mais la cathédrale de Senlis se distingue par 2 chefs-d'œuvre. Le portail occidental, en gothique primitif, et la flèche exceptionnelle qui surmonte la tour sud. Le monumental portail côté sud, œuvre de l'atelier des Chambiges, mérite également une mention particulière. Les façades latérales de la cathédrale de Senlis, profondément modifiées après l'incendie de 1504, peuvent donner l'impression que le bâtiment date de cette époque, tellement le style effervescent du gothique flamboyant, imprimé par Pierre Chambige, frappe l'œil de l'observateur. Dans un vocabulaire architectural inventé par Martin Chambige, son père, au tout début du XVIe siècle, on assiste ici à un entrelac de courbes et contre-courbes, à un foisonnement de dés, de gables et de pinacles, qui s'inscrivent en complète opposition avec la façade occidentale dépouillée de l'église au style gothique primitif du XIIe siècle. Les façades sud et nord du transept sont de composition relativement proche. Si Pierre Chambige en a été globalement le concepteur, la façade nord a été réalisée par le seul Jean Dizieux, qui a cependant respecté les plans du maître architecte. Cette dernière façade, tournée vers la salle capitulaire et le jardin de l'évêché, est moins décorée que la façade méridionale, donnant sur l'évêché. À l'usage, l'entrée latérale sud de la cathédrale est devenue celle qui a été la plus utilisée, y compris en comparaison avec l'entrée principale du XIIe siècle à l'ouest de l'édifice. 2 tourelles, très décorées par des arcatures et chapeautées par des clochetons polygonaux à pinacles, forment l'encadrement de chaque façade. Ces tourelles servent à la fois d'escalier et de contrefort. Au-dessus du portail, 3 couloirs avec balustrades travaillées finement
reprennent la partition intérieure du bâtiment en 3 niveaux: arcature, tribune et fenêtre haute. Au premier niveau, Pierre Chambige s'écarte du style flamboyant classique. Il invente ici une loggia italienne qui surmonte le portail et sert de support aux gables. Un dispositif qu'il reproduit en parallèle sur les travaux qu'il dirige au château de Chantilly et ultérieurement sur le chantier du château de Saint-Germain-en-Laye. Le couloir le plus élevé, juste en dessous du pinacle sommital, fait le tour de l'édifice. Côté sud, au niveau du sol, le portail à 2 portes en arc surbaissé est divisé par un trumeau comportant une niche avec un dé particulièrement décoré. Il est surmonté d'un ensemble de voussures en tiers-point. Les 3 principales voussures sont ornées. La première de 4 clés pendantes alignées avec les meneaux de la loggia juste au-dessus. La deuxième de 8 groupes soudés représentant les scènes de la vie de la Vierge. Et la troisième au fond de redans tréflés, accrochés, épanouis, découpés à jour et détachés de la masse encadrant les fenêtres du tympan. Le remplage du tympan à vitraux est composé de motifs de style gothique flamboyant. Sur les côtés du portail, 2 colonnes torses sont appareillées de niches et de dés sculptés. À proximité de ces colonnes, sur les tourelles se situent 2 grandes niches à fine décoration en leur sommet. Toutes les statues insérées dans les niches vides de cette façade ont disparu, probablement à l'époque révolutionnaire. Un grand gable en accolade au-dessus du portail recoupe les 2 premières rangées de balustrades. Il a été sculpté probablement vers la fin du XVIIIe siècle et il comporte un écusson soutenu par 2 anges aux armes de France à 3 fers de lys couronnés d'un aume avec cimier. Par la pureté de son style flamboyant, la rosace qui trône au milieu de la façade attire l'attention. Autour d'un oculus central, elle comporte un réseau concentrique double de 6 lobes pour le premier et de 12 lobes pour le second. Ces lobes sont eux-mêmes constitués d'un enchevêtrement de soufflets et de mouchettes. Toutes les proportions des éléments de la rosace se rapportent à des multiples du nombre d'or. Les rosaces de ce style, avec une double rangée de lobes, n'apparaissent que dans un nombre limité d'édifices où sont intervenus les Chambiges. À Sens, Beauvais, la Sainte-Chapelle et probablement lieu restauré pour Martin Chambige, à Senlis pour Pierre Chambige. Des rosaces globalement identiques conçues par d'autres sont visibles dans les cathédrales de Troyes, Auxerre et Bazas. Au-dessus de la coursière la plus élevée se dresse un pignon triangulaire aigu orné de grandes arcatures décoratives. Au sud, le groupe qui surmonte le pinacle est reconnaissable. Dieu le Père assis, soutenant les bras de la croix où pense son Fils. Au nord, la statue relativement dégradée pourrait représenter la Vierge. La façade du côté nord est nettement moins décorée, ce qui la rend peut-être plus facile à contempler que la façade sud noyée sous une abondance de détails. Le gable en accolade contient la salamandre et le F de François Ier, qui rappellent les libéralités de ce roi lors de la reconstruction du transept. De par la richesse et la finesse de leur décoration, les façades latérales de la cathédrale de Senlis, conçues par Pierre Chambige, sont un véritable joyau de l'art gothique flamboyant tardif. La façade occidentale de la cathédrale, de style gothique primitif, apparaît simple et peu décorée, voire austère. De gros contreforts la divisent en 3 parties. On remarque néanmoins, dans la partie centrale, une haute fenêtre à tiers-point du XIIe siècle, surmontée d'un oculus encadré par 2 niches contenant des statues d'évêques, et enfin, encore au-dessus, une balustrade de style flamboyant accompagnée de 4 statues mal dégrossies et archaïques. Au niveau du sol, 3 portails, implantés sur chacune des parties de la façade, permettent l'accès à la cathédrale depuis le parvis. Le portail central est un chef-d'œuvre de l'art gothique datant de 1185-1190. Il offre la plus ancienne représentation du thème du couronnement de la Vierge, qui a servi de modèle à de nombreux autres portails en France.
4 voussures en tiers-point, soutenues par des statues colonnes, encadrent la porte, elle-même surmontée d'un linteau et d'un tympan. Toutes les sculptures et personnages glorifient la Vierge. Au centre, le Christ couronne sa mère. Les statues de part et d'autre du portail ont été endommagées ou détruites en 1793 pendant la Révolution, et elles ont été restaurées en 1846 avec plus ou moins de bonheur par le sculpteur Robinet sous la direction de l'architecte Ramé. Elles représentent les patriarches qui ont annoncé la venue de la Vierge et celle de Jésus-Christ. Du côté gauche du portail et en se déplaçant vers l'église, on distingue Jean-Baptiste vêtu d'une robe en poil de chameau baptisant un gentil, Samuel qui tient l'agneau qu'il vient d'immoler, symbole du sacrifice, Moïse qui semble-t-il ne tient pas les tables de la loi dans ses mains, Abraham prêt à sacrifier Isaac qu'il tient par les cheveux. Du côté droit du portail apparaissent successivement David, tenant dans ses mains 3 clous prophétisant la passion. Ses jambes croisées écrasent un homme accroupi à ses pieds, image qui semble montrer que David écrase ses ennemis. Une statue identifiée sans certitude à Isaïe. Celui-ci tient à la main une tige qui serait un rameau de l'arbre généalogique de Jessé, père de David, indiquant ainsi la descendance davidique de Jésus. Jérémie portant la croix, Siméon, le vieillard, portant l'enfant Jésus. Sous les statues, les socles portent un calendrier représentant des scènes typiques de chaque mois de l'année, comme par exemple le taillage des arbres en avril, la fauche des foins en juin et le stockage de provisions en octobre. 6 mois figurent à gauche du portail et les 6 autres mois à droite. Aux 2 extrémités du calendrier sont représentés des chimères et des figures diaboliques. Les voussures sont décorées de 4 rangées de figures de l'Ancien Testament au nombre de 8, 10, 12 et 14 sur chacune d'entre elles. La première rangée à l'extérieur représente les patriarches et les juges. Sur la seconde rangée sont figurés les rois de Juda, ancêtres du Christ. Les 2 rangées internes représentent les prophètes, dont Isaïe et Élie. Sous les voussures se situe le linteau représentant 2 scènes. À gauche, malgré son état très dégradé, on reconnaît la dormition de la Vierge, instant où Marie meurt entourée par les apôtres. À droite, on assiste aux préparatifs de l'Assomption de Marie et non à l'Assomption proprement dite. Les anges, missionnés par le Christ, prêts à s'envoler, entourent et aident la Vierge auréolée qui a repris vie. Au-dessus, sur le tympan, le Christ, assis sur un banc, tourne ses regards vers la Vierge qui se tient à sa droite. Les 2 personnages sont couronnés. Le Christ porte la barbe et il est auréolé d'un nimbe crucifère. De sa main droite, il bénit sa mère. De sa main gauche, celle-ci retient sa robe dans un geste disgracieux et dans sa main droite, elle tient un livre. Elle regarde le Christ d'un air soumis et quelque peu résigné. Cependant, il faut souligner l'exceptionnelle qualité de toutes les sculptures de cette scène, l'animation sereine des personnages et la beauté des plissés de leurs vêtements en font un ensemble unique du gothique primitif. La flèche de la cathédrale de Senlis affiche une extraordinaire légèreté qui n'a d'égal que sa puissance de jaillissement. Sur la tour sud, haute de 38 mètres, elle montre 2 étages distincts de 14 mètres et de 26 mètres. Au total, elle culmine à 78 mètres, ce qui la rend visible au moins à 10 km sur le plateau du Valois. Sachant que la forme de la flèche serait octogonale, le problème posé à l'architecte initial était celui, déjà classique à l'époque, du passage de la forme carrée de la tour support à la forme octogonale du clocher. Ce problème avait été précédemment résolu dans nombre d'édifices sous différents arrangements architecturaux, comme par exemple à Saint-Vast-de-Longmont, où le passage s'effectue par utilisation d'un socle à colonnettes surmonté de pyramides d'angle pour boucher les pans non orientés du clocher.
mais la plupart de ces arrangements étaient relativement lourds au coup d'œil. Or, la combinaison architecturale employée à Senlis est restée unique à la postérité. Élégance, légèreté et harmonie visuelle, alliées à une solidité qui a permis à l'ensemble de résister à l'injure du temps, ont fait dire que la flèche de Senlis a été imitée de nombreuses fois, mais elle reste sans égal. Examinons comment cet ensemble architectural a résolu le problème du passage de la tour carrée à la flèche octogonale. Le premier étage de la flèche forme un polyèdre octogonal élancé. Celui-ci est percé de longues baies en tiers-point ou lancettes sur chacune des 4 faces dirigées vers les points cardinaux et de baies de hauteur égale au tiers des facettes des lancettes sur les autres faces. 4 colonnettes décorées de tores à leurs pieds et de fleurs à leur sommet encadrent les lancettes. Les sommets de l'octogone sont amortis par des colonnettes de même facture mais plus larges que les précédentes. Ces dernières colonnettes sont pourvues de masques ou de têtes grotesques à leurs pieds. Sur chaque angle du carré de la tour support resté libre s'élèvent 3 minces colonnettes soutenant un pinacle carré servant de support à des chapiteaux ornés de gros crochets. Un boudin surmonté d'une arcature à dents relie les colonnes. Sur le support s'élève une pyramide accrochée jusqu'au pied du 2e étage. Chacune des 4 pyramides est désaxée et semble contrebuter l'octogone du 1er étage. L'espace resté libre autour de ces pyramides est occupé par 4 petits pyramidions qui se terminent sous un fleuron. On remarque que le désaxement des pyramides accrochées n'est pas un contrebutement de l'octogone, car il a été calculé pour obtenir un alignement subtil des arêtes des pyramides avec celle de la flèche, dotant l'ensemble d'un grand raffinement visuel. Le passage de la tour carrée à l'octogone du clocher s'effectue donc en douceur, conservant la légèreté et l'harmonie de l'ensemble. Le pinacle sud-est, implanté au-dessus des renforts de la tour, n'est pas identique aux autres, car il inclut une tourelle d'escalier qui date d'une époque postérieure à l'édification du clocher. À l'origine, ce dispositif était probablement en bois, donc plus étroit. La pyramide qui le chapeaute est pleine alors que les 3 autres pyramides sont ajourées et formées par 8 boudins d'arêtes garnis de crochets doubles. L'escalier dont on voit une rambarde à travers une lancette se prolonge vers la flèche. Les galeries de circulation très hautes sont percées aux 2 étages dans l'épaisseur des murs. Ainsi, plus l'on s'élève et plus l'épaisseur des pans de la flèche va en diminuant. Le second étage est formé d'une pyramide octogonale reposant sur un socle en double damier et dont les faces sont couvertes d'écailles et les arêtes de crochets. Cette pyramide est ceinturée à la base par une véritable couronne composée de 8 lucarnes sveltes et élégantes, percées d'une ouverture au tympan tréflé. Le gable ajouré de chaque élément de la couronne comporte des dessins géométriques variés. Quadrilobes, rosaces, trèfles, cercles, qui rompent la symétrie d'ensemble. Parmi les rapports d'harmonie utilisés dans l'architecture de la flèche, on peut citer les proportions sur les ouvertures principales qui se rapportent toutes à une unité de base égale à 1 pour les lancettes orientées du 1er étage et à ses sous-multiples 1/2, 1/3 et 1/6. La flèche de la cathédrale de Senlis, coiffée de sa couronne royale, avec sa finesse et l'effacement élégant de l'octogone du 1er étage, n'est certes pas la plus haute, mais c'est bien la plus parfaite.